Et c'est ça que d'abord on essaye de faire comprendre, c'est de dire tout ce que vous faites, c'est pour donner de la rentabilité, c'est pour augmenter vos chiffres, mais qui doivent être confirmés par du concret. Que c'est bien d'avoir des clients, mais si le client il paye à 90 jours, comment je le sais? Et souvent ça c'est un aspect qui est obturé. Puis dans notre univers, ça devient vraiment l'outil du client, plutôt que d'être l'outil du comptable, et où finalement la comptabilité pour le client c'est une boîte noire à laquelle il n'a pas accès. Ici c'est vraiment lui qui va l'alimenter, s'assurer qu'elle lui ressemble, elle est à jour, et nous donner l'information. Donc au niveau interaction, ça change vraiment le métier. Et les clients s'y retrouvent pas mal parce que finalement, ce qu'on leur dit, c'est leur temps de cerveau, il doit être utile là où ils sont les plus forts. Et là où ils sont les plus forts, c'est pas d'avoir un archipel de logiciels. Et c'est souvent comme ça quand j'entends mes confrères, on suit pas mal de groupes, c'est une archipélisation. C'est-à-dire qu'il n'est pas anormal d'avoir 5, 6, 7, 8 outils pour finalement pas faire grand-chose. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Très content de vous avoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais alors peut-être que certains auront compris, vous avez devant vous les fondateurs de la firme .finance, un cabinet d'expertise comptable qu'on a accompagné dans la création de leur identité et de leur site internet, qui sont des experts comptables qui exercent à Liège. Et je suis trop content de vous avoir avec nous. Claudio, tu m'avais contacté il y a environ, je sais pas, ça doit être 7 mois, 8 mois, suite à le fait que tu regardes un podcast. On avait super bien matché lors d'un appel et vous avez un super projet que vous allez pouvoir nous présenter là. Il faut savoir une chose pour ceux qui ne connaissent pas Claudio et Salvatore, ce sont des personnes qui ont une très belle vision, je trouve, du métier d'expert comptable, qui ont voulu proposer un nouveau modèle, une nouvelle manière d'exercer et qui, pour moi, est dans la veine un petit peu de ce que j'avais pu faire lors du podcast avec Olivier Lopez. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais voilà, ils sont en train de créer une structure, c'est tout nouveau. Je suis trop content parce que c'est l'occasion d'en parler et de présenter un peu d'autres manières d'exercer et d'autres business models pour des cabinets d'expertise comptable. Et en plus, on peut parler de plein d'autres choses parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment côté expert comptable avec la facture électronique. Côté recrutement, c'est la galère aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on va pouvoir discuter sur lesquelles vous avez en plus, je trouve, des positions intéressantes. Je vais d'abord vous laisser vous présenter parce que pour comprendre la firme, je pense qu'il faut comprendre qui vous êtes et ça va un peu de soi une fois qu'on vous connaît. Je vous laisse vous présenter et puis ensuite j'ai plein de petites questions. Super. Comme vous voulez pour celui qui veut commencer. Donc on a fait HEC tous les deux à Liège à quelques années d'intervalle. Moi j'ai travaillé comme responsable financier dans une boîte familiale en touchant un peu à tous les métiers d'une entreprise, quoi. Et sur le tard dans ces 10 années-là, j'ai passé l'expertise comptable avec vraiment l'envie de prendre ce métier et d'être conseiller, consultant auprès d'une variété de clients. Donc j'ai eu une première expérience dans un cabinet d'expertise comptable d'une vingtaine de personnes où j'ai rencontré justement Salvatore. Donc la firme c'est vraiment né de cette envie finalement de s'associer et donc on a ce modèle de répliquer quelque part ce qu'on a fait pour l'un pour l'autre, de trouver d'autres associés et de grandir comme ça, quoi. Ok, Salvatore, ton parcours de ton côté? D'abord, moi aussi, très content de te voir en vrai, en chair et en os. Comme Claudio l'a expliqué, je viens pas du Sérail dans un premier temps. Après HEC, j'ai cofondé une spin-off après quelques années comme chercheur. J'ai cofondé une spin-off dans le domaine des RH, logiciel RH. Comment ça s'appelle? Itinera Group. Ok. Et c'est une société qu'on a revendue, en fait, au bout d'une quinzaine d'années. Okay. Et donc, pendant tout ce temps-là, j'ai été consultant en implémentation de projets IT, développement logiciel, édition logicielle. Et donc, au bout d'une quinzaine d'années, j'ai vraiment voulu changer d'orientation. J'ai fait aussi, comme Claudio, l'expertise comptable. Et j'ai recommencé à zéro, j'ai refondé un petit cabinet, puis ce cabinet-là a été racheté par le cabinet où on s'est rencontrés avec Claudio. Okay. Et puis on a matché tous les deux, même vision. Et puis voilà, de ces visions croisées est née la firme .finance. Trop bien. Parlons-en justement, allons un peu dans le détail sur ce volet-là. Qu'est-ce qui vous différencie à votre sens par rapport à d'autres cabinets d'expertise comptable avec la firme
Alors je dis la firme, mais il faut peut-être que je dise la firme.finance pour. Non, on se J'aime comprendra. bien dire la firme, je trouve ça rend bien, mais qu'est-ce qui vous différencie, vous quel est le constat en fait que vous avez fait du marché et de fait, qu'est-ce que vous avez créé pour répondre à ce constat-là? Ouais, c'est vrai que tu en as parlé un petit peu du problème de recrutement. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans d'autres cabinets. On est fort en recherche d'experts comptables qui viennent grossir les rangs. Et nous, ce qu'on a souvent envie de dire, c'est que c'est une profession libérale. Donc, nous-mêmes, ce qu'on avait envie, c'est d'exercer en pleine liberté, vraiment d'être patron de la boîte dans laquelle on est. Okay. Et donc, on pense au niveau constat que cette philosophie-là et ces conditions de travail-là, d'être vraiment libre, d'exercer comme on veut, avec les clients qu'on aime, etc. Ça, c'est une première chose qui est sans doute différenciante sur le secteur. Donc, un cabinet fait d'associés, beaucoup plus proche finalement des avocats sans doute que tu conseilles. Ouais. Ça, c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup plus dans les cabinets Mmh. d'avocats. Et alors, il y a une autre particularité, c'est qu'on a adopté Odoo, qui est un logiciel donc ERP qu'on utilise comme logiciel comptable, mais où on invite les clients à vraiment vivre dans leur logiciel et de s'en servir au quotidien, vraiment comme le tableau de bord de leur entreprise, quoi. Donc déjà, ces deux critères-là sont assez différenciants, je trouve. Ça, c'est vrai que j'en ai même parlé dans l'intro, mais vous êtes des fervents défenseurs d'Odoo, qui alors, du coup, je définis un peu le truc parce que ceux qui ne connaissent pas, alors j'ai l'impression que c'est très présent en Belgique. Moi, j'ai quelques quand même entrepreneurs que je connais qui utilisent la suite. J'appelle ça une suite parce qu'en fait, c'est un agrégat de plein d'outils qui permettent de répondre à des tas de problématiques, calendrier, comptabilité, CRM, gestion de projet. Bref, il y a plein de trucs, outils mailing, vraiment un site ERP internet. complet, quoi. C'est un ERP, mais enfin, ils intègrent vraiment énormément d'outils. Les outils sont plus, je trouve, bien faits. Alors, de toute manière, c'est le grand débat à chaque fois, hein. Quand on choisit un outil hyper spécialisé, souvent, forcément, il est mieux que l'outil qui propose plein de choses. Mais là, en l'occurrence, je trouve que les outils sont quand même souvent très bien foutus. Alors, vous saurez mieux le dire que moi parce que vous l'utilisez au quotidien. Mais j'ai été bluffé par l'outil de site web parce que j'étais allé voir à la base, on voulait faire le site aussi sur Odoo de votre côté. Au final, on est passé par Webflow, mais je pense pas que ce soit vraiment un problème par rapport au reste de la machine. Mais ouais, c'est vraiment un outil tout en un qui... en fait, je trouve que c'est même pas un outil tout en un, c'est un outil qui intègre plein de petits outils qui sont tous bien faits. Et c'est ça qui le différencie, je trouve, d'un ERP où on va avoir un outil, une seule interface, où où c'est un petit peu rugueux. Là, tu as quand même plein de petites choses et tu les intègres en fonction de tes besoins. Oui, et puis non, tout à fait. Et puis dans notre univers, ça devient vraiment l'outil du client plutôt que d'être l'outil du comptable et où finalement la comptabilité pour le client, c'est une boîte noire à laquelle il n'a pas accès. Ici, c'est vraiment lui qui va l'alimenter, s'assurer qu'elle lui ressemble, elle est à jour et nous donner l'information. Donc au niveau interaction, ça change vraiment le métier. Ça évite aussi de refaire deux fois la même chose. S'il établit ses factures dans un logiciel, qu'on ne les réencode pas ailleurs, elles sont déjà à cet endroit-là. Donc, au niveau philosophique aussi, ça change vraiment la donne entre le client et nous, quoi. Comment, avant de parler de recrutement, etc., parce que du coup, on est rentré là-dedans, mais je trouve que c'est méga intéressant. J'imagine que du coup, Salvatore, ton parcours en amont, projet IT, etc., accompagnement sur des gros projets de digitalisation a pas mal aidé la dynamique et d'avoir découvert Odoo, vous vous êtes dit, ok, ça match, on va pouvoir l'intégrer facilement. Comment vous vous êtes dit, on va faire de l'expertise comptable, mais on va aussi faire du conseil et de l'intégration d'outils, alors que c'est vrai qu'on n'attend pas ça forcément à la base de son expert comptable, alors même que c'est du développement, c'est de la gestion de boîte, c'est quelque chose de plus large encore que de la comptabilité. En fait, on entend souvent dire que le métier de l'expertise comptable doit évoluer vers du conseil, conseiller les clients. Ouais. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que l'expert comptable, en fait, il conseille sur la numérisation de flux de documents, d'informations, rarement au-delà. Alors, est-ce que c'est par manque d'expertise? Est-ce que c'est par une non-volonté ou par un non-savoir? J'en sais rien. Il se fait que nous, on a d'abord adopté la plateforme pour nos besoins internes, ce que peu aussi de confrères ont fait, parce que l'outil permet de faire de la compta, mais faire au-delà. Après, ce qu'on remarque, c'est que nos clients, comme on veut les faire rentrer dans la plateforme et vivre leur business, on les conseille aussi fortement
sur l'utilisation de la plateforme. Alors, on n'est pas un intégrateur Odoo, mais on leur permet de vraiment passer à une boîte 2.0. C'est-à-dire vraiment avec des outils, avec une amélioration des process et non pas des flux simplement, mais vraiment des process souvent auxquels ils n'ont pas pensé. Et donc ça, on se différencie pas mal parce que comme tu l'as dit, notre vécu. Moi, j'ai fait beaucoup ça, vraiment des projets de IT. Donc voilà, et les clients s'y retrouvent pas mal parce que finalement, ce qu'on leur dit, c'est leur temps de cerveau, il doit être utile là où ils sont les plus forts. Et là où ils sont les plus forts, c'est pas d'avoir un archipel de logiciels. Et c'est souvent comme ça quand j'entends mes confrères, et on suit pas mal de groupes, c'est une archipélisation. C'est-à-dire qu'il n'est pas anormal d'avoir 5, 6, 7, 8 outils pour finalement pas faire grand-chose. Donc, là, je pense qu'on se différencie clairement. C'est peut-être aussi notre parcours qui nous aide à conseiller réellement les clients sur d'autres aspects que la comptabilité et la fiscalité, mais ça peut être aussi du marketing. Parce que c'est bien de lire des bilans, de dire vous avez fait mieux, vous avez fait moins bien, ou vos marges diminuent, mais so what? Alors c'est la responsabilité du fondateur, du patron, mais souvent ce qu'il attend c'est notre input, et ça c'est apprécié. C'est-à-dire quand on les conseille parfois sur des aspects marketing en leur disant attendez, si on regarde dans les chiffres, si on regarde la rentabilité de vos clients, ils ne sont pas tous égaux, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc voilà, on est vraiment dans le conseil, parce qu'on essaye de leur dire ok, on va automatiser tous les flux qui peuvent être automatisés. Est-ce que les boîtes que vous accompagnez, elles sont pour la majorité pas du tout équipées, ou elles ont vraiment des trucs en fait j'ai du mal à me rendre compte parce que nous finalement que ce soit Nomia puis après derrière Orama puis les boîtes avec qui je passe 90% de mon temps, franchement en termes d'outils on est je pense très bien lotis. On n'a pas peur de s'équiper et on n'a pas peur de mettre un peu d'argent pour accélérer justement le développement des boîtes et gagner plus de temps, parce qu'en fait moi je suis pas là pour passer mon temps à reprendre de la donnée, etc. Vous, les boîtes que vous accompagnez, elles sont des fois il y a rien. Enfin, j'ai du mal à imaginer, en fait, j'imagine des PME où il y a le vieil outil et ça n'a pas bougé depuis 20 ans et en fait ils continuent à faire des saisies. Enfin, qu'est-ce que vous C'est voyez? trop souvent ça, malheureusement. Donc ça existe beaucoup. Après, on a plutôt des clients enthousiastes où quand on leur montre, ils ont envie de l'adopter et d'aller plus loin que la simple compta. Donc on a plutôt des clients enthousiastes, mais c'est vrai que ce cas-là avec le vieil outil maison ou des fichiers éclatés de la suite Office ou autre, c'est encore beaucoup ça. Mais je pense, la facturation électronique, ce genre vraiment de digitalisation de flux, ça va amener la vraie révolution qu'on annonce depuis longtemps. Et au final, c'est pas plus mal que ce soit la compta qui amène ces changements-là, parce que c'est là qu'il y aura au final l'information financière que les gens attendent. Et autour de tout ça, on va construire les flux pour que l'information arrive dans la comptabilité. Mais parce que du coup, si vous avez un client bon élève, vous pouvez limite voir le nombre de leads entrants qui rentrent dans son ERP, le nombre de leads entrants qu'il facture et qui deviennent clients du coup le pourcentage effectivement de rentabilité en fonction de la typologie du client, etc., etc. Et derrière, vous donnez des vrais axes finalement du concret, c'est-à-dire c'est pas simplement attention, ce client-là il n'est pas rentable et celui-là il faut lui facturer plus. Quel type de conseils vous donnez sur le marketing, sur le développement en général? Ça dépend, j'imagine, de la situation. Non, mais souvent, on fait le constat. Le client a des outils parfois, donc souvent c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose, mais par exemple parlons d'un CRM, on a des clients qui ont un CRM. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que souvent la comptabilité, elle n'est pas reliée. Or on dit super, on est équipé avec un CRM, mais pas avec la donnée financière. Et alors on fait des plans, on fait des projections, mais qui ne sont pas du tout confirmées, parce que pour le client, la comptabilité c'est complètement autre chose. Et c'est ça que d'abord on essaye de faire comprendre, c'est de dire tout ce que vous faites,
c'est pour donner de la rentabilité, c'est pour augmenter vos chiffres, mais qui doivent être confirmés par du concret. Parce que c'est bien d'avoir des clients, mais si le client il paye à 90 jours, comment je le sais? Et souvent, ça, c'est un aspect qui est obturé. Donc, on veut voir, on suit, on va dire, le patron ordinaire, il suit son chiffre d'affaires, il va regarder un petit peu ce qui se passe sur son compte en banque, mais il va rarement s'inquiéter de son encours client, il va pas regarder son BFR, il va pas avoir toutes ces macro-données, ces agrégats de données qui lui permettent de prendre des décisions. Et donc, nous, on intervient sur cette partie-là de dire, attends, déjà, est-ce que ton encours client sur le moyen terme, le court terme, est-ce que tu as conscience déjà de la hauteur à laquelle il est? On va construire avec lui des agrégats. On va mettre éventuellement de l'analytique en place. Mais de l'analytique, on va dire intelligent. Souvent, l'analytique, c'est simplement, on a refait des boîtes dans des boîtes, mais qui servent à rien. Qui servent à rien. Oui, parce que... Qui ne permettent pas de prendre de décision. Oui. Finalement, plus si tu ne prends jamais les décisions, en tout cas, ton analytique ne va faire que te confirmer qu'effectivement, la situation n'est pas idéale. Encore faut-il avoir le courage de faire ces changements, parfois un peu radicaux. Quand tu te concentres sur ce que tu sais bien faire, tu dois abandonner tout le reste à côté. Ça peut faire mal de prendre ce choix-là, mais en fait, c'est ce choix-là qui va te faire du bien. Et ça demande parfois beaucoup moins de suivi que d'aller finement regarder. Typiquement, nous, on se pose la question dans notre métier de si on doit tenir des fiches de temps pour nos clients. Souvent, on est au forfait et on estime un forfait par rapport au style de client. Finalement, si tu n'es pas prêt de toute manière à tripler ce forfait ou à abandonner le client s'il n'est pas rentable, pourquoi encore t'évertuer à tenir tes fiches de temps sur ce client-là, quoi. Donc, on a plutôt des idées assez simples et des indicateurs après qu'on a envie de suivre, mais qui sont clairs. Mais ça, c'est... Enfin, moi, je trouve que, tu sais, des fois, j'ai une avocate il n'y a pas longtemps qui m'a dit, on lui a proposé une stratégie de développement rapidement, on en parlait comme ça. Il me dit, oui, mais ça, je l'ai vu partout. Je fais, ouais, mais qu'est-ce que tu as mis en place là-dedans? Et il ne faut pas croire que tu vas réinventer la roue à chaque fois. Et donc, j'imagine que dans les conseils, à la fin, c'est hyper concret. Se dire, en fait, voilà, il y a 3-4 choses à faire. Et je ne sais pas si vous le vivez beaucoup, mais vous devez le vivre plus souvent que moi, parce que moi, je le vis plus à titre perso ou en discutant avec des entrepreneurs, mais il y a un peu, on aime bien faire l'autruche sur des choses qui sont hyper importantes par rapport à notre activité, mais on sait que si on rentre là-dedans, ça nous fatigue mentalement, ça peut faire peur, ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps, moi je me suis mis à faire tout ce qui est trésorerie, j'ai oublié le terme, des gestions de trésor, pour voir par rapport à tous nos recrutements, etc. Chose que j'avais peur de faire en me disant putain, j'ai peur de ne pas être dans les clous et de me rendre compte. Même si finalement c'est le plus important parce que ça me permettait d'avoir une vision claire. Et en fait, le moment où je l'ai fait, ça m'a rassuré en me disant bon, bah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du chiffre, il faut que je facture vite et puis ça va bien se passer. Mais finalement, il a fallu que je le voie pour prendre tout de suite les initiatives. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez souvent avec vos clients? C'est marrant parce qu'on cite souvent cet exemple-là avec, tu parles de rentabilité du personnel, souvent c'est lié au time-sheeting que les personnes font, mais dans un secteur en pénurie de recrutement, si même tu t'aperçois que tes collaborateurs sont en sous-performance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les virer? Tu as une équipe de 10, tu te dis il y en a 4 qui sous-performent, je me sépare de 40% de mon équipe. Tu le feras pas. Alors tu vas peut-être faire les gros yeux et tu vas dire attention, c'est pas bien, mais si ça se perpétue, tu vas quand même continuer. Donc ça veut dire que peut-être c'est pas le bon filtre. Or, au lieu de se dire c'est peut-être pas le bon filtre et plutôt que de parler des heures, de la rentabilité, qu'est-ce que je lie à la performance des personnes? Et c'est dans ce sens-là, je raccroche ça au wagon du modèle associatif que l'on a, parce que chez nous, on n'a pas ce problème-là. Puisque là, ce que tu produis est directement ton salaire. Donc, tu n'as même pas à la limite à savoir est-ce que je fais trop d'heures, pas assez d'heures. Le concret, c'est ce que tu as produit. Et ton salaire en dépend directement. Si maintenant tous les employés étaient liés en grande partie à leur production. Ils seraient super productifs, comme les commerciaux finalement. Enfin, oui. Moi, des fois, je me dis qu'il faut que j'incentive tout le monde chez Orama pour motiver chacun à se donner une espèce de mix entre le freelance et le salarié, mais créer ça dans une boîte, je trouve que c'est génial. Et du coup, on va en parler parce qu'il
faut parler du modèle et l'expliquer un petit peu. Du coup, comment vous voulez structurer les choses? Quel constat vous avez fait sur le côté un peu marque employeur? Parce qu'on en a beaucoup parlé lorsqu'on a produit l'identité et créé le site internet de la firme. Voilà, comment vous voyez les choses et comment ça fonctionnerait si je voulais demain rejoindre, je suis expert comptable en Belgique, je suis super motivé, j'en ai marre de ma boîte, comment je peux aller rejoindre chez vous? On avait en fait d'abord l'idée que une association vraiment dans l'actionnariat, ça n'allait pas intéresser les gens. Et donc on avait réfléchi à un modèle où en restant indépendant, puisque souvent les associés qui nous rejoignent ont déjà leur propre société à travers laquelle ils peuvent exercer, ben finalement ils auraient apporté les clients dans l'entreprise et ils auraient eu directement une part du chiffre d'affaires généré de ce qu'ils font pour le cabinet. Et après, comme ça, on partage quelque part des frais. Et en fait, on a été très surpris agréablement avec la première associée qui nous rejoint, c'est qu'elle a demandé à finalement être dans l'actionnariat. Parce que symboliquement, c'était important pour elle. Plusieurs fois dans sa carrière, on lui avait proposé de s'associer et c'est à chaque fois elle qui avait refusé. Et ici, quelque part, notre vision des choses, cette liberté, etc., je pense que ça l'a séduite. Et donc, c'est elle qui a demandé à entrer dans l'actionnariat. Donc, elle nous rejoint en tant qu'associée, on sera à part égale voilà, on va produire ensemble de la valeur et se la partager. A priori, les efforts seront plus ou moins partagés. Donc, à chaque nouvel associé, on fera entrer les gens dans l'actionnariat, on partagera les efforts, on aura une stratégie commune et finalement le bébé appartient à tout le monde. Ouais. Et vous avez un sentiment de la part d'un expert comptable en global, un envie d'entreprendre et de rejoindre ce type de structure justement? En tout cas, un besoin, une envie de s'associer, oui, et on l'a encore constaté récemment dans un groupe, une frustration de ne pas trouver les gens avec qui le faire. Donc je pense quand même qu'il y a un peu un côté, je protège un peu mon précaré ou que c'est, ou une difficulté à aller vers l'autre pour trouver un associé. Donc je crois qu'il y a ce désir. Donc nous on le rend possible, on fait au niveau immobilier, on s'est équipé donc en bureau dans le centre de Liège. C'est un côté désirable aussi pour ceux évidemment qui sont intéressés. Alors, on peut être 6 dans ces bureaux-là. Okay. Et alors dans l'idée, si on était plus que ça, on peut trouver des bureaux ailleurs, on peut avoir une stratégie d'avoir plusieurs sites comme ça. Parce que évidemment, la liberté, ça va aussi avec le fait de travailler là où on a envie de travailler. Nous, ça nous plaisait de retourner dans le centre-ville où on avait vécu plus tôt. D'autres ne seraient pas du tout intéressés par cette localisation-là. Donc, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un sur Bruxelles et sur d'autres villes. Et il a dit le mot, c'est le mot liberté, parce que le constat qu'on a fait préalablement, c'est que les gens n'osent pas à cause du peu de liberté qu'ils ont. C'est-à-dire que moi-même, j'étais associé. Je vois d'autres confrères qui sont ou pas associés, mais qui sont indépendants, freelance. Le fait de quitter une association, c'est très lourd, hein, parce que tu n'as souvent pas pu créer ta propre clientèle, tu dois racheter tes clients, tu as des longs préavis, de la non-concurrence. Nous, ce qu'on s'est dit, et c'est au cœur de l'association, c'est que tu es libre. Demain, tu veux partir, tu pars. Tu as amené des clients, tu les reprends. Tu vois, on ne te les a pas payés, tu les reprends gratuitement. Tu veux partir demain, bah, tu pars demain. Donc, on a essayé de se dire, on ne se concentre pas sur, on te met des barrières pour ne pas que tu t'en ailles. On se concentre sur quels sont tous les éléments positifs qui vont faire que tu vas rester. Donc, on doit essayer de se dire, tout le monde doit y trouver son compte. Ça doit être tellement bien, tu n'as pas envie de quitter. C'est plus positif que de dire, bah, en fait, j'ai bétonné tous les contrats, les pactes d'actionnaires pour ne pas que tu te barres. Et ça, c'est vraiment une très grande différence. Et vous qui voyez, parce que beaucoup de. Et Valentin en parlait il n'y a pas longtemps sur un podcast, alors ça se fait beaucoup en France, mais j'imagine que c'est pareil en Belgique, des rachats cabinets. Finalement, ce que vous êtes en train de créer, c'est des mini-rachats de cabinets, mais en même temps de manière assez fluide, et ce qui est bien, c'est qu'avec la suite au doux, etc., enfin, le fait que vous digitalisez un peu tout ça, il y ait peut-être une transition qui se fasse, et vous allez pouvoir, grâce à ça, tester avec mini-rachat, parce qu'en fait, une personne viendra, peut-être des fois, vous allez avoir un groupe de 3 qui va rejoindre, et au début, ça va être un par un, et du coup, vous allez pouvoir assurer une espèce de onboarding de ces nouveaux clients
intégrer leur base de données dans la vôtre et essayer de fluidifier tout. Et puis la personne, quand elle va partir, elle récupère sa base. Bon, je ne sais pas à quel point ça va être bien fluide, parce que des fois, j'imagine qu'il y a des clients, ça va un peu se mélanger, il y en a qui vont vouloir continuer de bosser avec vous. Enfin, bon, c'est la vie, hein. Ils ont pris le risque aussi. Hein. Il faut peut-être que ce soit clair pour eux derrière, mais comment vous voyez, vous le voyez un peu comme ça, justement, ou c'est déjà de créer. L'idée, c'est pas de créer un énorme truc, c'est de créer quelque chose où il n'y a que des seniors, une petite dizaine de personnes. Enfin, quelle est votre vision sur le long terme? Souvent, on pense qu'on a disrupté le marché, alors que ce que nous, on pense qu'on a fait, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire, à la base, on a une profession libérale et on exerce. Donc, une profession libérale, c'est une personne qui a étudié, qui a passé tous ses examens, qui est profession libérale et qui exerce. Un peu comme le notaire avait son clerc, il était dans son village et il exerçait pendant 40 ans. On a oublié ce concept-là. On a l'impression que maintenant, on peut tout scaler, on peut tout diviser, on peut travailler en saucissonnant. Donc, c'est limite, on revient à du Fordisme. Nous, simplement, ce qu'on dit, c'est pas qu'on cherche des seniors, on cherche des personnes qui sont full experts comptables, qui sont une profession libérale à eux tout seuls. Souvent, ça va être des personnes qui sont souvent freelance, mais quand tu es freelance, tu n'as pas 50 clients. Souvent, c'est le même client, tu as un client et tu travailles pour lui. Donc, voilà, nous, on veut des personnes qui ont un esprit d'entreprendre déjà. S'ils ne l'ont pas encore, ça fait aussi partie de notre proposition de valeur, c'est de les accompagner à développer leur marché. On a eu cette grande chance de démarrer d'une feuille blanche, donc sans religion aucune par rapport aux outils. Donc on a pris le temps de réfléchir et de créer from scratch tous les outils. Que ce soit les outils, modèles de l'aide de mission, tout ce qui fait qu'un expert comptable peut... on essaie de les faire les plus fluides possibles, les plus simples, sans usine à gaz. Ce qui veut dire que quand quelqu'un nous rejoint, c'est d'autant plus facile parce qu'il n'y a pas une usine à gaz derrière. Mais justement, moins tu archipélises tes logiciels, moins tu fais une usine à gaz puisque tout est concentré au même endroit. Des outils modernes, parce qu'il ne faut pas oublier que chez nos confrères, peut-être les outils datent de 10, 12, 15 ans. Des vieux outils à l'ancienne. Parce que comme tu l'as dit, souvent un cabinet, c'est un cabinet qui a racheté un autre cabinet, qui a fusionné, et donc ça a donné lieu à des usines à gaz pas possibles, et même au bout d'une dizaine d'années. Exact. Et même quand tu vois la fin d'un logiciel, tu te dis, oui, mais l'éditeur existe toujours. Tu attends vraiment que l'éditeur te dise, je suis mort, j'ai fait faillite, le logiciel n'existe plus pour l'abandonner. On a même récupéré un dossier qui était chez une consoeur et en se renseignant sur le logiciel dont on a récupéré des exports PDF, pas plus, le logiciel qu'elle utilisait encore pour ce dossier-là, l'entrepreneur est en faillite. Ouais. Donc elle l'utilise encore malgré tout. Du jour au lendemain. Mais c'est sûr qu'à chaque nouvel associé, c'est vraiment un mariage. Il faut prendre son temps, bien expliquer la façon dont on propose de travailler, les avantages que ça a. Mais prendre son temps, je crois que c'est vraiment important. Quand on veut le faire à marche forcée, de dire on est 10, on devient 30, on ne veut pas nous grandir pour grandir. Mais je crois qu'on va grandir parce que de fil en aiguille, on va rencontrer, on le fera gentiment. Et petit à petit, je pense que ça va être plutôt ça. Mais il n'y a pas une soif d'être 50 à terme. Mais on en parlait tout à l'heure, vous cherchez quand même... est-ce que vous cherchez, quand tu dis des experts comptables larges, tu cherches quand même des spécialistes sur des domaines, il y a quand même un objectif d'aller chercher de la spécialisation sur certains secteurs d'activité pour aller capter des clients et d'avoir un cabinet parce que vous conseillez beaucoup. Donc pour moi, si tu ne comprends pas le business en face, ça sert à rien d'aller commencer à donner du conseil parce que les conseils vont être à côté de la PAC. Donc vous, c'est quand même, je sais que vous deux, vous êtes du coup bien spécialisés en IMO. Voilà, l'idée, c'est d'aller chercher quand même des profils un petit peu spécialisés en plus du côté expert comptable. Notre cible client, elle est déjà exclusivement des sociétés. On a des sociétés qui sont modestes, mais on essaye de viser des sociétés où il y a déjà quelques collaborateurs, où il y a déjà
du chiffre d'affaires bien établi. Et c'est souvent, alors ce qu'on a déjà remarqué aussi, et c'est un peu une spécialisation qu'on aimerait bien avoir, ce sont des passages de flambeau dans des entreprises familiales. On a quelques clients qui sont comme ça, c'est-à-dire que une génération reprend le flambeau en se disant la boîte tourne bien, mais il n'y a aucune digitalisation, rien, zéro. Et donc souvent c'est l'occasion de faire le ménage en se disant oui, j'ai le vieil expert comptable de mes parents, donc il faut faire place nette. Et souvent on est dans ce cas de figure-là, on est des bons accompagnateurs. Et donc comme je le disais, des sociétés quasi exclusivement, d'une certaine taille, ce qui veut dire qu'il faut des collaborateurs qui ont envie, qui ont l'expérience aussi, parce que tout le monde n'est pas taillé ou tout le monde n'a pas envie d'être sur de l'aspect conseil, parce qu'il y a aussi tout le risque qui est derrière, c'est-à-dire avoir des clients qui te harcèlent un peu, qui ont... forcément, s'ils sont plus gros, plus de projets d'investissement, plus de questions, plus de planification. Ça serait toujours derrière. Oui, mais ce qu'on constate, premièrement, et je l'entends souvent dans tes podcasts, il y a un problème de pricing dans notre profession. Souvent, on est sous-facturé. On se fait souvent la réflexion, on voit souvent chez les avocats, on va dire un conseil horaire à 250 € de l'heure, c'est quelque chose de communément admis. Par contre, si un expert comptable te dit exactement la même chose, tu vas dire non, c'est le scandale. Tu dis, pas tellement, en termes d'études, on est équivalent. Pourquoi est-ce qu'on devrait sous-facturer ? On a une spécialisation, on prend un risque. Et donc, déjà faire comprendre cet aspect-là. Et ce qu'on remarque souvent chez nos collègues, c'est qu'il y a ce problème, mais le fait d'avoir des clients que tu peux farmer, chez qui tu peux aller facturer, n'est pas nécessairement une motivation. Ce qu'on ne comprend pas toujours en se disant... Pourquoi se plaindre d'avoir trop de travail avec beaucoup de petits clients, alors que quand on vient avec une solution en disant plutôt que beaucoup de petits, des plus gros, et souvent c'est la peur. Souvent c'est l'idée de ne pas se sentir légitime, de ne pas comprendre le business, de ne pas pouvoir aller assez loin avec le client. Donc voilà, il faut, comme on t'a dit, des personnes qui ont envie d'être entrepreneurs, qui ont... Je trouve l'expert comptable classique. Mais en réalité, sur LinkedIn, quand on parle de ça, d'ailleurs, on se fait un peu taper dessus en disant mais attends, tu comprends rien au métier d'expert comptable, on fait du conseil, etc. Mais ça, c'est finalement assez peu d'experts comptables qui ont pris ce pied-là, d'aller se dire on va conseiller et du coup on va facturer. Parce qu'un DAF externalisé, clairement une mission que vous proposez, à Paris, c'est effectivement 250 de l'heure facile. Donc, parce que vu la valeur que tu apportes derrière, et vu les économies que tu vas pouvoir réaliser, les décisions éclairées que les gens vont pouvoir prendre sur des gros clients qui ont du budget, ça peut avoir un impact qui est énorme. Et donc, en fait, c'est la valeur que tu génères qui génère la facture que vous avez derrière. Mais pour autant, vous restez quand même... je pense que vous restez accessible. Vous n'êtes pas non plus... on n'a pas tapé à la porte de Gilles qui... tu poses tes fesses sur la chaise et tu as payé 50 000. Non, pas du tout. Mais à force aussi, c'est ce que nos clients nous reconnaissent. C'est-à-dire qu'on leur apporte de la valeur, qu'à force de donner du conseil qui est pertinent pour eux, finalement, ils prennent le pli de payer parce que ça a de la valeur pour eux. Et comme je te le disais, j'ai l'impression, mais je n'ai pas vérifié ça empiriquement, que beaucoup de mes confrères, ils ont cette peur de la non-légitimité, de pouvoir apporter du conseil. Comme tu le dis, il y en a beaucoup qui disent on conseille, mais vous conseillez sur quoi ? Sur votre domaine, l'expertise comptable. Mais quand un patron vient te voir, il n'a pas, lui, circonscrit la problématique. Il dit juste, j'ai un problème dans mon business, mais qui est multifactoriel. Il ne se dit pas, après toi, je vais voir le spécialiste en communication, et puis le spécialiste en marketing, et puis le spécialiste en opération. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et on se compare souvent aux médecins généralistes. Ça, c'est globalement... mais tu as le médecin généraliste que tu vas voir, ça dure 10 minutes, il ne t'a même pas pris ta tension, il t'a prescrit un médicament, et puis il va se dire débordé. Et puis tu as le médecin qui t'accompagne vraiment dans un trajet de soins, dans une prise en charge globale. Nous, on se voit plus comme ça.
Alors c'est peut-être des médecins qui vont faire payer plus cher, mais tu en as pour ton argent. Alors qu'aller chez le médecin pour se voir prescrire un médicament et même pas une auscultation, on voit pas à quoi ça sert. Et est-ce que dans la vision que vous avez quelque chose, demain, parce que j'imagine que tu vas avoir un expert, un de vos clients qui vont te dire ah génial, votre truc Odoo, j'aimerais bien l'intégrer, en plus de ça j'ai d'autres aspects un peu marketing, et puis bien ce que tu m'as dit sur ce volet-là, enfin, qui vont sortir un peu du cadre. Est-ce que vous demain vous dites bon, ok, viens Claudio, on embauche un intégrateur Odoo, on embauche un mec qui fait du conseil sur certains sujets, un consultant, et pourquoi pas, je sais pas, moi, je donne tout bon, mais l'idée d'avoir une espèce Un stop shop. ouais, un one-stop shop sur conseil, création de choses, ça pourrait être même un créateur de site, enfin, tu vois. On construit ça, on a envie de construire ça, mais plus par le réseau. Okay. Donc on a déjà il y a des partenariats. Oui, tout à fait. Donc on a des partenaires courtiers en assurance qui ont des très bons produits, du bon conseil sur ce point-là. On construit ensemble une offre d'information, d'événements qu'on a envie de faire. On a des avocats fiscalistes dans certains secteurs. Okay. L'intégrateur Odoo, on travaille main dans la main avec lui aussi sur des projets. Donc ça passe par le réseau, le fait de pouvoir, une fois qu'on a bien défini le problème avec le client, avec qui on est en première ligne, on peut le rediriger vers les bonnes personnes et rester dans la discussion, sinon notre rapport peut être utile. Okay. Mais ce n'est pas simplement passe-plat, c'est-à-dire qu'on construit vraiment avec nos partenaires. Ouais. Donc on échange, encore hier j'échangeais avec notre intégrateur Odoo, on échangeait sur la proposition client, sur le pricing. Oui. Et c'est souvent des partenaires qu'on a nous-mêmes testés. Donc ici, l'intégrateur Odoo, on travaille nous-mêmes avec, donc il nous conseille et on a fait signer des clients chez lui, mais vraiment on échange sur le partenariat. C'est pas simplement je te file un client. Nous derrière, on n'y gagne rien financièrement, on y gagne juste d'avoir conseillé correctement notre client. Parce qu'au final, il va avoir des solutions pertinentes à ces problèmes. Donc, voilà comment... Et sur la spécialisation, pour revenir des autres experts comptables, ce qu'on pourrait chercher, je pense que chacun amène de toute manière son réseau, les clients qu'il aime, un capital intellectuel différent d'une autre. Et donc, ça va se faire aussi au fur et à mesure des associations qu'on va faire un peu une vision plus large. Ici, on a défini une vision à 2, à 3, on en construit déjà une autre. Au plus on va être, et avec d'autres visions, on va savoir servir d'autres types de clients. Je trouve ça super smart parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est vers là aussi je voulais avoir votre avis, parce que je ne connais pas assez grand-chose pour me faire une opinion, mais on pourra en parler, mais on parle de la facture électronique, il y en a plein qui disent ça va être la fin de l'expert comptable, etc. Vous avez déjà pris le pli de dire en fait, de toute façon, on conseille nos clients, on les digitalise, on les accompagne sur un paquet de sujets, et donc, en fait, même si ça va sans doute vous faciliter plus la vie qu'autre chose, et en plus de ça, vous allez pouvoir aller encore plus loin dans le volet conseil. Donc tant mieux, j'imagine. Mais vous, est-ce que vous voyez ça quand même comme une menace? Quelle est votre vision sur la facture électronique? Parce que du coup, je te demandais si c'était aussi en Belgique, mais c'est le cas. 2026. Oui, on commence à avoir de plus en plus d'interrogations chez les confrères, chez les clients sur la facturation électronique. Sur la partie je fais une facture. En fait, c'est la partie facile. Ce qui est intéressant, c'est de faire sa facture et de recevoir les factures dans le même logiciel. Parce qu'à ce moment-là, soi-même, on obtient les documents d'une façon centralisée. Dans la compta, ça va devenir vraiment la boîte aux lettres de l'entreprise. Alors que pour l'instant, c'est éclaté entre les mails, du papier, certaines plateformes où il faut aller chercher les factures. Donc là, tout va arriver en un seul point. Le comptable peut travailler aussi tout au long d'un mois et réagir beaucoup plus vite à certaines choses. Il n'y aura pas de documents à chercher. Donc pour nous, c'est qu'une opportunité, pas du tout une menace. Ouais. Dans plein d'autres secteurs, tu prends par exemple un secteur qui n'a rien à voir, le bâtiment. Les outils deviennent de plus en plus performants. C'est pas pour ça qu'on a besoin de moins en moins de main-d'œuvre. C'est juste que la demande, elle évolue. Donc, nous, on voit ça comme ça. On se dit, il y a juste une data qui va arriver plus facilement, de mieux structurée.
ça va être dans un process comptable. Il va y avoir la compta qui va devoir se faire, mais ce n'est qu'une étape parmi d'autres. On voit ça comme une révolution. Moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir peut-être des jobs qui vont se perdre, mais d'autres qui vont se créer. Et donc, si on est dans cette perspective, je dis souvent, quand la machine-outil elle est arrivée au XXe siècle, on n'était que 2 milliards sur Terre, on aurait dû se dire, on va tous être au chômage. Or, quelques décennies plus tard, on est 8 milliards sur Terre, et le chômage est toujours il y a toujours du taf. Donc, je vois pas pourquoi on verrait ça comme une menace. Il y a des choses qui bougent, qui se suppriment, qui meurent, et puis d'autres qui naissent. C'est comme ça que moi je le vois. C'est après une responsabilité individuelle de se dire, bon, la société évolue, il faut que je continue à me former, il faut que je continue à grandir, et que je reste pas sur mes acquis. Mais bon, ça c'est peut-être pas très français en fait, ou du moins je sais pas quelle est la vision en Belgique, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a c'est prendre ses responsabilités en tant qu'humain et dire en fait le monde évolue, si tu regardes pas un peu ce qui se passe et comment les choses changent, tu vas finir sur le carreau, donc prends toujours le pli de t'améliorer, d'ouvrir des bouquins, c'est passionnant au final. Mais je suis d'accord, je pense que vous savez, après moi je ne me rends pas compte effectivement de comment ça va se dire, mais si on me dit que je vais enfin pouvoir arrêter de courir après mon truc encore moi je suis bien organisé, je pense, parce que je pense à certaines boîtes où ça va être un bordel monstre, on n'a pas beaucoup de factures à part des logiciels, des machins comme ça, et finalement les factures entrantes, pas plus des milliers, ça augmente, heureusement, on n'a pas de fondit, mais... Oui, mais ça a été en se compliquant en fait, le flux de documents. Parce que je reviens à l'analogie de la boîte aux lettres, avant tous les documents d'une entreprise, elle arrivait sur la boîte papier en boîte aux lettres. Après, on en a conservé, les mails se sont ajoutés, même les plateformes les plus modernes, tu dirais à ChatGPT, donne-moi un peu ma facture du mois dernier, il ne te la donne pas. Il faut aller chercher quelque part dans le menu où se trouve la facture. Donc, pour l'instant, c'est l'horreur. En fait, ça va être beaucoup mieux. On va revenir à un seul point, qui sera le point d'entrée PayPal. Je passe des heures tous les fins de mois d'aller chercher dans le fin fond du logiciel, c'est un truc caché. Billing, tu trouves enfin, en fait, tu télécharges un truc, donc c'est l'enfer. Donc si effectivement tout peut se centraliser, ça va bien. Moi, nous, on utilise des outils qui, je pense, vont bien s'adapter, mais effectivement, il y en a, ils vont devoir ils vont être forcés de se digitaliser. Et donc, il y a des ERP ou des trucs comme ça qui vont aussi disparaître, j'imagine, ou du moins qui vont être out of service tant qu'ils n'ont pas fait évoluer le truc. Puis surtout, quelle valeur ça a d'aller chercher des documents quelque part? C'est toujours un peu le même discours qu'on a avec nos clients, c'est que souvent ils veulent avoir des données ou ils veulent bâtir des choses, et moi je leur dis souvent, quand je t'apporterai la donnée, quelle décision vas-tu prendre? Si tu sais pas me répondre, je vais pas la construire. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur pour toi. Il y a des bien meilleurs chiffres, des meilleures données pour proposer des trucs encore plus qualifiés. Oui, mais je veux dire, quand tu fais par exemple une projection de trésorerie, une fois que tu l'as faite, quelle décision prends-tu? Si tu ne sais pas quelle décision tu dois prendre avec ta projection de trésorerie, mais pourtant tout le monde s'accorde de dire il faut une projection de trésorerie. Mais quand tu l'as, qu'est-ce que tu fais? Tu la constates, tu la lis et il ne va rien se passer. Et donc c'est là qu'est le conseil. Ce n'est pas dans la construction de la projection. C'est qu'est-ce que je peux prendre comme décision, et c'est à partir de là qu'on va peut-être un petit peu tordre la projection de trésorerie, on va essayer d'avoir d'autres types d'agrégats pour dire, voilà, est-ce que ces agrégats-là te permettent de prendre des décisions? Si après, ta marge de manœuvre est tellement serrée que tu ne vas rien décider, passe même pas ton temps à le faire, puisque une fois que tu vas le constater, tu n'auras aucune décision qui va en découler, aucune décision de gestion ou décision stratégique. Ouais, c'est clair. Non, et puis... vous l'avez vu avec des mille boîtes, c'est ça qui est génial. C'est comme quand j'ai une avocate qui me dit il y a pas longtemps, mais vous n'êtes pas avocat, vous n'allez pas faire des sites internet si vous n'êtes pas avocat. Pour les avocats, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, surtout quand on est avocat, de faire des sites internet. Et du coup, nous on l'a fait, en fait on en a fait 100 fois. Vous avez vu des milliers de boîtes, vous avez rencontré des milliers de trésors, donc d'expérience, peut-être que ça n'a pas forcément marché, et c'est comme ça qu'on fait le conseil. Mais vous savez vers au moins plus ou moins où aller. Et c'est là la force pour moi de l'expert comptable et l'expérience qui est générée. Donc je sais que vous cherchez, j'ai dit senior au début, mais voilà, vous cherchez des gens expérimentés. L'idée c'est que vos clients ils sont en face de personnes expérimentées. Et donc derrière les propositions de décision elles soient hyper pertinentes.
Il y a quelqu'un, il y a une de tes consoeurs qui est passée dans un précédent épisode et qui parlait du legal design. Et voilà. Et j'ai aimé un moment, elle parle d'une analogie où elle dit souvent on fait des notes de plusieurs pages, mais en fait le client il ne les lit pas. Donc finalement elle a décidé de faire un arbre de décision et tout se base là-dessus. Je trouve que c'est la bonne vision. C'est-à-dire que si ton client il a peut-être besoin pour se rassurer d'avoir le papier qu'il va mettre dans un tiroir, mais au final la décision, les discussions, elles vont se passer sur un simple schéma, mais que tu as bien pensé. Nous, c'est un peu notre philosophie, c'est de faire quelque chose sur lequel on va pouvoir discuter. Parce que la plupart des chiffres en comptabilité, c'est du chinois pour les gens. D'accord ? Par contre, leur raconter l'histoire qui va bien, la vulgariser, te permettre de prendre des décisions sur des schémas simples, c'est ça qui va avoir de la valeur. C'est clair. Merci à tous les deux. Merci. Est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on vous souhaite là pour du coup, les prochaines années là, sur l'année 2025 au moins? On va continuer à bien travailler, bien s'entendre comme on le fait, continuer à construire, s'amuser, entreprendre. On a retrouvé une belle liberté. Ouais, génial. Oui, exact. Pareil. Merci à tous les deux. Allez voir ce que fait la firme si vous êtes en Belgique encore plus. Mais c'est l'occasion. Oui, c'est ce qu'on avait mis en avant sur le site. Les bureaux sont ouverts, alors là aujourd'hui non, peut-être parce que du coup il y a le site, peut-être les heures, je ne sais pas. Mais bref, allez voir et bravo à vous deux, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. On fait un bilan dans 5 ans pour voir comment vous êtes, comment ça a évolué. Cette histoire de facture en disant on vous l'avait dit. Et puis merci pour tout. Merci à toi.